Sud Radio, on parle auto, midi 13h, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et bonjour l'ami Jean-Luc. Et bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs, en espérant qu'ils aient suivi, parce que On vous a avez été remarqué décalés. que vous êtes levé un peu plus tard. Vous avez encore les yeux cernés d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'on est passé, nous, à l'heure d'hiver avant l'heure d'été. Enfin, on passait un peu Bon, c'est midi 13h maintenant, au lieu de 11h. pour essayer de faire simple. Voilà. Alors comme c'est la rentrée des classes, on va parler de plein de sujets de rentrée des classes. Non. Vous savez ce que De c'est que la loi, cartable la loi montagne, vous savez ce que c'est? Oui, pour les pneus. Bon, on détaillera tout à l'heure. Il faudra avoir des équipements spéciaux dans 48 départements français, on vous explique ça. On va parler aussi, vous avez le feuilleton de l'été. Le contrôle technique moto-auto. Ouais, alors on s'est dit ouais Enfin, chouette, moto, on va y échapper. Bah non, Non. on va y échapper. Et puis évidemment, cette saison, parce qu'on ne va pas changer les habitudes qui vous plaisent, vous avez la parole puisque c'est aussi votre émission. Donc vous avez des questions à poser à l'ami Jean-Luc, à tous les experts qui sont dans notre rendez-vous On parle auto. Vous nous appelez tout de suite 0826 300 300. Questions pratiques. Ou quelle auto choisir? On l'aime bien ce rendez-vous. Exactement, en fin d'émission. Et puis juste avant, il y aura l'essai de la semaine. L'essai de la semaine, c'est la Golf 8 GTE avec une question. Est-ce que ce modèle hybride rechargeable peut remplacer la GTE? Ah, dans le cœur et sur la route. Ouais, exactement. On en parlera aussi évidemment. Allez, c'est parti. On parle auto, nouvelle saison. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Tout de suite, la première question pratique. Et on va retrouver Cyril. Sud Radio, on parle auto. Bonjour. Bonjour Cyril. Cyril. Bonjour Jean-Luc. Comment ça Voilà, va? le premier auditeur de l'année. Est-ce que l'été s'est bien passé, Cyril? Ça s'est très bien passé. Vous avez fait quoi? Eh ben, je suis parti un petit peu en vacances dans l'Hérault. Ah, Voilà. Ouais, donc là où il y avait du soleil. Vous avez bien Oui. roulé? Oui, ça s'est bien passé, oui. Quand on suit vos conseils, en principe, ça Ah. se passe mieux. Ah, Ah, on va vous garder, Cyril. Merci. bon, vous avez peut-être une question. Voiture. Oui, j'ai une question voiture en fait. Je suis possesseur d'une BMW Active Tourer avec la motorisation 225 XE. Et en fait, tous les matins, je passe devant une pompe à essence qui propose de l'éthanol. D'accord. Et À j'aurais quel voulu prix? savoir à 0,8 euros du litre à Ça peu a près. augmenté, Et encore, légèrement en dessous là. Encore, elle est chère celle-là, parce qu'on en trouve à 65 centimes. Oui, mais ça a augmenté là. Ouais. Il y a Oui, une- oui, Ouais. mais l'éthanol n'a pas beaucoup bougé. Mm. Le super, oui, a beaucoup augmenté. Le gasoil a beaucoup augmenté également. C'est en train un peu de se tasser. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin des records. Ça veut dire que Donc- Cyril habite à côté d'une des stations les plus chères de son environnement. Vous habitez dans quel coin, Cyril? Dans la Loire. Voilà, donc on va éviter cette station-là dans la Loire. Hein. Où Ouais, exactement? Parce qu'elle est chère, à 0,8 l'éthanol. Bon, non, il y en a même plus cher que ça en région parisienne. Ah oui, non, mais la Ouais. région parisienne Ouais. n'est pas la France. Pff, Non, c'est vrai. c'est des voleurs. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Voleur. vous voudriez votre BMW hybride rechargeable. Alors, tiens, Oui. déjà, à moi de vous poser une question. Faites combien de Oui. kilomètres en tout électrique avec cette voiture? On fait à peu près 45, 46 km, 47 km, ça dépend un petit peu du trajet. D'accord. Et en conso derrière, quand vous êtes en mode hybride, vous êtes à combien? 2,5 à 2,8 litres. Bon, alors Ça va. Oui. Oui, Ça, oui. c'est une moyenne avec, Ouais. avec le roulage électrique. Bien C'est ce sûr. que vous donne Oui, la voiture. tout à fait. Mais en conso, quand vous faites purement de la route sans avoir roulé en électrique avant, est-ce que vous avez déjà fait une mesure de consommation? Vis-à-vis de la consommation électrique, vous voulez dire? Non, Non, la non, consommation la de carburant. thermique, la Ah, thermique. vous êtes à quoi? Vous êtes à 6 litres? Oui, plus aux alentours de 6 litres sur Voilà. parcours routier et autoroutier, plus 7 litres en fait. D'accord, bon, c'est ce que j'avais mesuré moi, vous me rassurez, ça me fait plaisir. Alors, elle voulait savoir, évidemment, si vous pouvez mettre ce carburant pas cher du tout à côté, et de plus en plus de gens, on en parlera, tiens d'ailleurs, puisque la chronique environnement, on va parler justement de l'éthanol. Alors, vous avez du pot, parce que ce modèle-là... Du pot d'échappement. Oui, évidemment. Vous avez du pot, parce que ce modèle est équipé du 3 cylindres, et le 3 Oui. cylindres, il n'a pas les injecteurs, parce qu'il y a deux types d'injecteurs, il y a des injecteurs à solénoïde et des injecteurs piézoélectriques. Je Oula. ne rentrerai pas dans le détail. Ah oui, mais là, vous nous mais avez un peu largué quand même. Les injecteurs piézoélectriques, aujourd'hui, les boîtiers de conversion éthanol n'arrivent pas à les gérer. Ça va arriver en 2022, ils sauront le faire, mais pour l'instant, ils ne savent pas le faire. Donc, on ne peut pas faire une conversion légale à l'éthanol avec un moteur qui a des injecteurs piézo. Et beaucoup de BMW en ont, mais celle-là, coup de peau, c'est des injecteurs normaux, on va dire ça comme ça. Donc la conversion est possible, vous pouvez installer, vous avez tout intérêt à le faire. Moi je serais vous. Vous imaginez, vous avez hybride rechargeable et éthanol, C'est clair, vous avez tout bon. c'est clair. Donc, vous êtes en train de nous C'est dire... c'est grâce à vos conseils, Jean-Luc, en fait, parce que j'écoute C'est bien. assez fidèlement l'émission, en fait, et du coup, ça m'a fait faire ce choix, parce que mon épouse, en fait de très petits trajets tous les Ah oui. jours.
Ah oui, Et on donc en était électrique, équipé c'est d'un vraiment diesel qu'on super. a Bah vite, ouais, bah voilà. Mais laissé de côté. Voilà. du coup, Cyril, votre BMW 225 XE va devenir une hybride éthanol. C'est-à-dire Ouais. électrique, Hybride rechargeable éthanol. hybride rechargeable éthanol. Ouais, vous avez Oui, tout bon. c'est ce dont je rêvais, entre Ah, par guillemets. contre, Ouais, bah allez-y, oui. Le prix, Voilà. Alors, le c'est prix de la possible. transformation. Le prix de la transformation, c'est un 3 cylindres. En fait, vous payez au nombre de cylindres. Ouais. Donc ça va être aux alentours, je pense, entre 700 et 800 euros. On posera la Oui. question, on aura Alexis Landrieux, le patron de Biomotors, tout à l'heure, on lui demandera combien ça coûte. Ah bah, Parfait. parfait. Comme ça, voilà, vous Très saurez dans la foulée combien ça coûte pour votre voiture, mais vous avez intérêt à le faire. Alors, pourquoi pas une reprogrammation Simplement parce que c'est pas légal, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc, Cyril, Ouais. vous devez rester avec nous toute l'émission, mais ce qui n'a Ouais, pas l'air de vous ouais. poser de soucis. Non, Et pour Mais ceux qui auraient un planning moi très aussi, je chargé vais rester, c'est pour dire. Alors. avant 13h, on parlera effectivement de l'éthanol aux alentours de 11h26-27. Voilà, pour vous donner rendez-vous précis. Super, Cyril. Entendu. Eh ben, très bien, merci à vous. Ben, merci à vous d'être un de nos fidèles Le sur- premier de la saison. Eh ben, pour moi, c'est un honneur. à intervenir sur Sud Radio. Allez, à suivre dans quelques instants, Cyril, on vous souhaite un très très bon week-end. Eh bien, on va parler de ce fameux contrôle technique moto qui est arrivé, puis Il le est gouvernement, reparti. le président l'a enlevé. Voilà, Mais, en mais- fait, mais Est-ce qu'il est reparti? Il est parti où? est-ce qu'il va pas revenir? Ouais, Est-ce la qu'il n'est vraie pas question. juste parti se planquer là-bas, derrière un stop, et puis qu'il va revenir dès que ça va être possible? On en parle dans quelques instants avec notre rendez-vous sécurité, en l'occurrence sur Sud Radio. On parle auto avec vous, 0826 300 300, et vous nous retrouvez aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Et merci de nous retrouver sur Sud Radio pour On parle auto. Vous l'avez découvert, ça y est, c'est le premier samedi de septembre. Nous sommes en votre compagnie et On parle auto. L'ami Jean-Luc est donc de midi à 13h et ce sera ainsi toute cette année, toute cette saison en votre compagnie. Et on reprend avec le feuilleton à suspense de l'été. Vous savez, l'arrivée du contrôle technique. Alors, pas simplement moto, pour tous les deux roues, voire même Les vous scooters. qui roulez souvent en petite voiture sans permis pour cause de suspension. Pas du tout. Je voulais pas. Moi, non, tout va bien. Non, tout va je bien. touche du bois, je croise les doigts, mais j'ai Voilà. encore pas eu Donc, le permis suspendu. tous les cyclos, les motos, Ouais. etc., c'était normalement début 2023. Et puis, Emmanuel Macron a mis un peu son grain de sel. Oui, parce en que ça a été disant- aussi annoncé brutalement. Ouais, ça a été annoncé. Alors, brutalement, on peut pas dire ça. On a avec nous d'ailleurs Laurent Palmier, qui est le PDG du réseau Sécuritest. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, brutalement non, parce que ça fait un moment que c'est dans le tuyau. On en Oui. avait déjà parlé, je crois, au printemps de Oui, je ce suis contrôle d'accord technique avec moto. vous, D'ailleurs, l'ami la France, Jean-Luc, mais- Laurent, c'est le seul pays en Europe qui n'a pas encore de contrôle technique sur les motos. Je suis d'accord encore avec vous, l'ami Jean-Luc, mais pendant cet été où on était tous partis autre part dans Oui, nos c'est têtes, vrai, c'est c'est eu vrai ce que ça côté fait un peu brutal. embrouille. Voilà. Voilà. Il y a eu un côté un peu brutal. Laurent Palmier. Alors effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement. Moi, modestement, je travaille dans le contrôle technique depuis 20 ans et ça fait que 20 ans que j'en entends parler. Ah bon, bah donc, ouais. Hein, la France, Laurent, la France est un des derniers pays en Europe à ne pas avoir de contrôle technique pour les deux roues. La France fait partie des derniers pays d'Europe. Et donc, on peut imaginer qu'elle sera sans doute le pays à le mettre en place le plus sérieusement du monde. D'accord, ouais. Alors, justement, le mot était dit, à le mettre en place. Donc, ça n'a pas été ajourné, ça a été reporté. Parce que c'est une réglementation européenne Est-ce qu'il qu'on peut reprendre faudra L'ami Jean-Luc. respecter. Et Laurent Palmier, reprenons un peu les faits de ce feuilleton, saison 1, saison 2, saison 3 de cet été, pour bien remettre. Parce qu'il y a des gens qui sont Saison partis. 1, l'Europe dit il faut un contrôle technique pour les deux roues. Ok. Saison 2, la France arrive à le transposer, c'est comme ça que ça s'appelle, dans le droit français, en disant ok, ça sera obligatoire à partir de janvier 2023. Pour que, Laurent, vous me corrigez si je me trompe, hein, pour que les pros aient le temps de mettre en place tout le système qui permettra de vérifier les deux roues. On ne vérifie pas un deux roues, comment on vérifie une voiture. Et Alors oui, on y est presque, Jean-Luc, mais la transposition de la directive européenne de 2014 prévoit le contrôle technique des catégories L au 1er janvier 2022. d'accord. Et donc ensuite, il y a une négo, il y a eu des échanges avec le Conseil d'État pour faire en sorte que cette date, qui évidemment était trop proche, soit repoussée au 1er janvier 2023. ouais. D'accord. Et puis alors là, Emmanuel Macron met son grain de sel et Ça, dit... c'était mi-août, hein, on était voilà. vers le 10, 11, 12 août. Et dit, bah non, finalement, ça ne sera pas janvier 2023, mais il y a forcément une date butoir qui a été mise par l'Europe, c'est quoi? 1er janvier 2022. Ah oui, C'est-à-dire d'accord. Ah, c'est demain, quoi. Donc, en fait, la France peut se faire épingler par l'Europe pour non-respect des directives européennes. Bien sûr, épinglé et amendé. Ah oui. Donc là,
on a repoussé, mais on a repoussé en se cachant la tête dans le sable. En admettant qu'Emmanuel Macron soit réélu l'année prochaine, il devra faire face à ça. Et en fait, on a reculé, non pas pour mieux sauter, mais on essaye d'éviter l'obstacle, c'est plutôt ça. Oui, d'autant qu'on prend la présidence de l'UE à partir de janvier de l'année prochaine. Ah ouais. Mais alors concrètement, Laurent Palmier, vous qui êtes PDG du réseau Sécurité Est, alors ça va arriver quand? Voilà, il va se passer quoi? Alors concrètement, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais il est vraisemblable que ça arrivera. Donc nous, on va continuer à travailler sérieusement, et si on nous donne du temps, parce qu'en fait c'est ça qu'on fait en ce moment, on nous donne du temps pour peut-être mieux expliquer, mieux appréhender ce contrôle, et notamment avec nos amis motards. Donc on va prendre ce temps pour travailler tous ensemble à ce que ce soit accepté et acceptable, sachant que le risque n'est pas à porter sur les passionnés et propriétaires de motos. L'importance du contrôle, elle est sur l'ensemble des catégories L, vous l'avez dit, c'est-à-dire cyclo, scooter, et on connaît quelquefois l'état de ces machines, et à l'autre bout de la chaîne, les véhicules sans permis. Ouais, mais Laurent, ce qu'il y a aussi, on va être très honnête, hein. Alors moi je suis motard, j'en ai 3 des motos, hein. J'ai 3 motos, un quad, donc j'ai 4 véhicules concernés par cette réglementation. Il y a une moto, alors j'englobe les scooters, une moto sur 2 qui aujourd'hui est illégale parce que taille de plaque pas bonne, pot d'échappement pas réglementaire. Donc en gros, c'est 50% des véhicules qui passeraient aujourd'hui au contrôle technique seraient recalés. Dans le contrôle technique, et c'est vrai aussi aujourd'hui dans l'automobile, on ne fait pas un contrôle de conformité. C'est-à-dire que moi, Jean-Luc, si vous venez avec votre machine... Ouais, mais si j'ai une plaque non réglementaire, je me fais bouler. Ah oui, mais ça c'est vrai pour toutes les plaques d'immatriculation. Bah D'ailleurs, c'est plus un contrôle administratif que technique, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les VL, vous ne pouvez pas venir avec une contrôle américaine, enfin une plaque, pardon, américaine ou un truc qui ressemble à rien. Ça ne marche pas. Mais... Et sur les motos, ce sera pareil. Et qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que vous allez contrôler sur les motos et sur les 2 roues en général, tout ce qui est catégorie L, comme vous nous l'avez dit? Ils vont aussi avoir le droit à la pollution, ils vont avoir le droit comme les véhicules, ou pas du tout, les 4 roues ou pas? Ce qui était prévu initialement, c'est un contrôle quasi identique au contrôle des véhicules légers, en ajoutant une chose, le contrôle des émissions sonores. D'accord. Oui, c'est pour ça que je disais les pots d'échappement non réglementaires. Alors là, pour le coup, ça passera pas du tout. On n'est pas contre. Parce que quand non, c'est vrai qu'en pleine nuit, on est réveillé. Même en pleine journée, des fois. Alors les propriétaires de Harley vont sans doute râler, parce que c'est vrai, ce qui fait l'intérêt de ces motos-là, c'est avant tout la sonorité, mais elle est souvent un petit peu envahissante. C'est joli, c'est joli, mais... On vérifiera le son des Harley conformément à la valeur d'homologation. Oui. Donc une Harley fera toujours le bruit d'une Harley. D'accord. Mais alors, pourquoi les 2 roues, en tout cas les motards, dont je connais la façon extrêmement exceptionnelle de faire attention à leur moto, hein, le motard prend toujours très soin de leur moto. Là, on parle de contrôle technique pour la sécurité. Un motard, s'il n'a pas de frein, pas de pneus, il est mort. Donc, mais moi, plus qu'un automobiliste, il y a peu de motards qui roulent avec pas de frein. Bah, c'est ça. Donc, pourquoi ils sont contre? Je me fais l'avocat du diable, hein, je mets un pavé dans la mare. Pourquoi les 2 roues aujourd'hui sont contre ça et pourquoi les motards sont en colère? Je pense que mais c'est vrai dans le monde en général, c'est-à-dire que les gens qui sont particulièrement précautionneux de leur sujet, et là c'est l'état de leur moto, ne comprennent pas pourquoi il devrait y avoir, en plus de leur contrôle à eux, un contrôle. Mais il est bien évident que ceux-là arriveront au contrôle, passeront leur contrôle sans encombre, et les motos seront de toute façon acceptées parce qu'elles sont en parfait état d'usage et d'entretien. Ce qui est écrit dans le code de la route d'ailleurs, parce que il faut savoir que la route c'est quand même une zone un peu de partage, et qu'à l'inverse, si je prends le raisonnement dans l'autre sens, il est inconcevable qu'il y ait une partie des véhicules motorisés à plus de 35 km/h qui ne soient pas contrôlés, alors que les autres le sont. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a tellement aucun sens qu'on est les seuls pays européens à le faire. D'accord. Donc il y a une cohérence de partage de la route et d'état des véhicules qui partagent la route. Et nous, on a l'habitude de dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, il se trouve qu'on a une expertise là-dedans quand on contrôle les véhicules légers depuis 30 ans. On note sur les véhicules légers toujours les mêmes défauts depuis 30 ans. On note l'état des pneumatiques, l'état des freins, les problèmes d'éclairage, les problèmes de signalisation. C'est les voitures. Oui.
Mais mais il y a plein de propriétaires de véhicules qui me disent « Je suis hyper précautionneux de l'état de mon véhicule ». C'est la même chose. Et alors, pourquoi, ce sera la dernière question avant d'accueillir Jenny, qui a une question pratique auto à poser sur Sud Radio dans On parle auto, mais alors, pourquoi à ce moment-là, ça fait le tollé quand c'est arrivé au mois d'août, là, vers le 10-11 août, que c'est arrivé comme si on l'avait oublié et que du coup, le président Macron a annulé ça 2 jours après. Pourquoi? Enfin, moi, il faut qu'on m'explique qu'il n'y a pas de logique dans tout ça. Il y a une logique un peu discutable parce que je ne sais... Aujourd'hui, en tout cas, il y a une raison. La raison, on vous l'a donnée, c'est-à-dire que le président de la République a dit il n'est pas utile pour l'instant d'enquiquiner les Français. Ouais. Bon, mais c'est pas ça ne semble pas être une raison en termes de sécurité routière ou en termes de conformité européenne. C'est pas suffisant. Donc Laurent Palmier, ça va arriver, voilà, on sait que ça va arriver, et sans doute 2023, c'est-à-dire que l'annonce du président, en fait, c'est pour gagner du temps. Mais ceci étant dit, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Quand on parle de conformité européenne, et on va en rester là, il y a des fois, il y a des trucs, on marche sur la tête. Hein. Bon, on en reparlera, je pense. Merci Laurent, en tout cas. Merci beaucoup. On va en reparler. Au revoir. Et on aura l'occasion de vous avoir de nouveau avec nous, Laurent Palmier, PDG du réseau Sécuritest Groupe CGS, qui est le leader du contrôle technique en France. SGS, pardon. Ah, mais il fallait bien que j'en fasse une au début. Oui, c'est normal, c'est la rentrée. Allez, Jenny. tout de suite, la question auto. Sud Radio, on parle auto. Bonjour Jenny. Bonjour. Bonjour Jenny. Quelle jolie voix. Merci. Jenny, alors vous avez un cas de conscience, vous? Oui, alors j'ai un cas de conscience. Moi, je fais partie de ce groupe d'infirmiers libéraux qui vous téléphonent régulièrement. Oui. Et mon souci, c'est que pour changer de voiture, je dois avoir pas mal de paramètres, à savoir que je suis dans un petit village du Haut-Var avec des toutes petites rues à angle droit. D'accord. Que je vais dans les collines où il y a quasiment pas de chemin, pas de route et que c'est compliqué. Donc il vous faut un véhicule qui crapahute, qui soit petit. Qui soit petit, confortable parce que je prends de l'âge et j'ai mal au dos, et automatique parce que j'ai été opérée du genou. Voilà, et pas cher et qui consomme pas beaucoup et qui soit Alors rouge. ça s'appelle un mari. Exactement. Alors j'ai déjà ça sous la main, mais à dos de mari pour faire la tournée, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Avec le matériel, tout ça. Et vous avez quoi comme voiture actuellement? Alors, actuellement, j'ai une Panda Cross, un 4x4. D'accord. Une petite Panda Cross, alors qui est très bien, je suis ravie. Mais bon, c'est le moment de changer. Et puis, c'est un diesel et je roule plus suffisamment et je fais trop de petits trajets, 500 mètres, j'arrête, je repars. Et donc, le diesel, c'est très mauvais. Ouais. Et vous avez vu, alors je vais le dire, parce que je l'ai sous le nez, là, le Citroën C3 Aircross. Alors, moi, c'était mon coup de cœur par rapport au confort. Ouais. Alors, moi, il y a un truc qui me chagrine quand même, dans votre choix du C3 Aircross, c'est que vous me dites je veux une petite voiture, c'est pas une petite voiture, un C3 Aircross. Ma collègue avait une donc je me suis dit pourquoi pas, mais c'est quand même assez mouse costaud. Ah bah ouais, attendez, ça fait 45 cm de plus en longueur que la Panda. 45 cm, c'est un sacré truc. Et puis, c'est plus large aussi. Alors, si vous avez des petites rues étroites, vous allez avoir beaucoup de mal à circuler avec ce C3 Aircross. Alors, effectivement, dans vos critères de choix, le C3 Aircross est le plus confortable de la catégorie. Donc, vous ne trouverez pas mieux. En plus, c'est la nouvelle version. Alors, vous pouvez retourner voir les essais. Vous allez sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous pouvez retourner voir l'essai du C3 Aircross. C'était fin juillet. Vous verrez que c'est effectivement très confortable. Par contre, ça consomme un peu. Voilà. Et puis, ce moteur 1,2 litre PureTech, dans cette version-là, c'est pas forcément le meilleur choix. Mon mari il m'a dit, tu vas être emmerdé tout le temps. Non, pas forcément emmerdé tout le temps, parce qu'il a quand même évolué. Mais pour moi, le choix par rapport à vos critères, il est pas bon. Alors, ce sera lequel pour vous, Jean-Luc ? Alors, vous avez... de fait, ma deuxième sélection, c'était la Suzuki Ignis. Alors là, oui. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est Rikiki. Ça fait exactement la même taille que votre Panda. Et en plus, c'est disponible en 4x4 aussi, si vous avez vraiment besoin de crapahuter pour monter l'hiver quelque part. Et surtout, avec une motorisation 1,2 litre hybride. Et alors là, c'est moins confortable qu'un C3 Aircross. Mais par contre, c'est beaucoup plus fiable. Elle est assez jolie, en fait. C'est la voiture la plus fiable de sa catégorie. Ah oui. Voilà. Elle est assez jolie en termes de design. Je trouve c'est original. Elle a une petite tête sympatoche. C'est original, ça consomme pas beaucoup. Le moteur, il a de la pêche.
Donc, et ça sera très bien si vous faites des petits trajets, ça sera mieux parce que vous avez une micro-hybridation dessus et ça sera mieux que ce que vous aviez auparavant en diesel, effectivement. Exactement. Et c'est mon mari, c'est ce qui m'engage à. Mais il a raison. Il a raison, votre mari. Voilà. Pas toujours les écouter, mais de temps en temps. Des fois, il faut les écouter. De temps en temps, oui, des fois. Et c'est quoi le budget, l'ami Jean-Luc? C'est pas extrêmement cher. Hein. Vous allez mettre votre Panda au rebut avec une prime. Ah non, ma Panda, elle a. Vous la gardez? Non, elle a 4 ans. Ah bon, elle a 4 ans. Ah oui, non, je pensais que c'était donc je vais la beaucoup revendre. plus vieux que ça. D'accord. Non, je vais la revendre. Mais là, pour un budget entre, allez, on va dire 16. Euros, exactement. Moins de 20 000 euros, ouais, 18 900, c'est ça. J'allais vous dire entre 17 et 19, vous allez trouver. Oui, 9. Ah oui, c'est pas extrêmement cher. Oui. Quelle motorisation là-dessus, à 9 1,2 litre. Alors, il faut prendre la version hybride qui s'appelle SHVS. Voilà, c'est une micro-hybridation. Ça marche. Franchement, ça marche. Et en plus, elle est en automatique. Et en plus, elle est en automatique. Ouais. Et combien est-ce que notre amie Jenny peut espérer de sa Fiat Panda? Elle a combien de kilomètres, votre Fiat Panda Cross? Elle a 77 000 presque. Et elle a 4 ans? Elle a 2017, 5 ans. 5 ans. Ouais, 4 ans et demi. Entre 10 et 12 000 euros. Le problème, c'est d'arriver à trouver des clients, c'est ça? Parce que ça se vend pas bien. Je vous dirai si je la vends. Elle se vend pas bien, la Panda Cross? C'est très particulier comme usage. Si vous avez, en plus c'est une 4x4. Ici, elle est très demandée. Ah oui, c'est ça. Les chasseurs, les colis. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois que, quand je l'ai passé au contrôle technique, on a eu une personne dessus qui nous a demandé si déjà on voulait pas la vendre. Alors go, c'est parti. Oui. Jamie, je n'aurais pas trop de mal. Sans savoir où vous habitez exactement, mais dans quelle région, quel côté de la France? Dans le Haut-Var. C'est bien. Vous avez de la chance. Ouais, ça coupe. On vous entend plus, Jenny, parce qu'il doit faire beau chez vous. Alors ça m'agace. Comment vous n'avez pas été touché par Non, c'est parce qu'il fait mauvais chez vous. Non, du don. On n'a pas eu d'été. Non, vous n'avez pas été trop touché par les feux, vous, dans le Haut-Var. Hein, ça va? Ils sont pas loin. C'est pour ça que je me suis permis. Comment ça va? C'était pas loin. Non. Nous, ça va. De fait, on n'a pas été touchés, mais c'est vrai qu'ils étaient pas très loin. On a eu quand même un peu des fumées. Vous savez ce que ça signifie, Suzuki Ignis? Ignis, c'est le feu. Non. Oui. Ah d'accord. Non mais là moi le signe je l'aime pas du tout là. Ignis c'est le feu. La voiture alors qu'il y a eu un feu dans le Var exceptionnel et c'est pas fait. Oh là là. Ouais, je suis pas sûre de l'acheter moi celle-là. Écoute, vous nous tiendrez au courant, Jenny. Vous nous dites quoi? Oui, je vous dirai quand je l'aurai trouvée et combien j'aurai vendu la mienne. Bon super. On vous souhaite plein de bonnes choses et puis bonjour à monsieur et courage à tous ceux qui sont dans le Var et qui ont été touchés de plein fouet. Entre autres. Merci beaucoup. Allez, on va passer de la Panda Cross de Jenny qui voulait encore une Suzuki Ignis à la Golf 8 GTE et on en parle dans quelques instants. Ce sera l'essai voiture by Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto, midi 13h, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous voici arrivés évidemment, on va déjà à la moitié de notre rendez-vous. Je vous rappelle que notre émission On parle auto est donc de midi à 13h maintenant. Ce sera le cas tous les samedis de cette nouvelle saison. Nous sommes ravis d'être au volant en votre compagnie. Un seul numéro de téléphone pour interagir, pour poser vos questions à notre expert Jean-Luc Moreau, le 0826 300 300. Mais alors là, mon Jean-Luc, vous allez nous emmener au volant d'une Golf 8 GTE. Alors la GTE, elle existait déjà. Elle existait déjà sur la Golf 7, oui. C'est l'hybride rechargeable. Au départ, c'était la version, on va dire, un peu écolo de la Golf. Mais aujourd'hui, se pose une vraie question, parce que la Golf a inventé le concept de la GTI. Rappelez-vous, c'était il y a presque 50 ans quand même. Ça ne va pas nous rajeunir. Et ça a toujours fait rêver. Alors moi, je rêvais de la Golf GTI quand j'étais gamin, et j'ai toujours rêvé de la Golf GTI. Et à chaque fois que j'avais un essai de Golf GTI, je me disais, ouais, chouette. Sauf qu'aujourd'hui, le malus qui peut atteindre jusqu'à 9 000 € sur une Golf GTI, ça fait un peu mal. Donc Volkswagen nous dit, mais vous inquiétez pas, Jean-Luc Moreau et puis tous les autres qui aiment la GTI, la Golf GTE, ça le fait pareil. Ça le fait pareil, je commence par la fin, au même prix d'ailleurs. Eh ben oui. Oui, 48 500 €. Vous avez même 1 000 € de bonus sur la GTE. La GTI, elle coûte le même prix, mais vous avez 9 000 € de malus. Wow. Donc voilà. Donc déjà, de ce côté-là, l'affaire est pliée. Maintenant, est-ce que cette GTE, elle est aussi bien qu'une GTI? Alors, c'est une Golf 8. Je ne vais pas vous faire l'inventaire de la Golf 8. Elle a la même bouille qu'une... D'ailleurs, elle a la même bouille qu'une GTI. À la différence près, elle a les mêmes spoilers, etc. À la différence près qu'il y a des baguettes qui sont rouges sur la GTI, elles sont bleues sur la GTE. Il n'y a que ça qui les différencie. Alors, il y a quelque chose qui change.
On commence tout de suite par ce qui n'est pas bien. Le coffre, à cause de la batterie, parce qu'il y a une grosse batterie évidemment dans la voiture, perd un peu en capacité, perd 108 litres, il est à 270 litres. Et c'est vrai, la moyenne de la catégorie, c'est plutôt 350. Donc ça fait un petit coffre. Donc si vous avez besoin d'une vraie familiale, ça ne le fera pas. Par contre, sous le capot, il y a du monde. Il y a un moteur 1,4 litre essence 150 chevaux, un moteur électrique de 110 chevaux, voilà, pour une puissance cumulée de 245 chevaux. Donc on est comme une GTI, sauf que là on a plus de couple parce qu'on a 400 Nm de couple grâce au moteur électrique. Alors, on va commencer par l'électrique parce que quand on démarre, automatiquement, sauf si on demande le fonctionnement en hybride, ça roule en électrique. En électrique, on peut faire... Alors Volkswagen dit 80 km en agglomération. Bon, on fait entre 50 et 60 km. Si on roule vraiment gentiment, si on va un peu plus vite, on sera entre 20 et 30 km/h, quoi. Oui. Non. En ville, vous pouvez rouler plus vite que ça. Ça dépend où. La vitesse Paris, maxi. c'est mort. Paris, c'est mort. La vitesse maxi, c'est 140 km/h en électrique quand même. Donc ça veut dire que vous pouvez vraiment prendre la route. Les accélérations sont même bonnes en électrique. La batterie, elle est assez grosse. Elle fait 10,4 kWh. On la recharge, pareil, avec un chargeur interne qui fait 3,6 kW. Ils auraient peut-être pu voir un petit peu mieux parce qu'il faut 3h40 minutes pour arriver à recharger. Donc ça veut dire que c'est vraiment, vous utiliserez typiquement le fonctionnement 100% électrique quand vous faites dans la semaine du commuting, c'est-à-dire entre chez vous, vous pouvez charger, puis votre bureau. Si vous pouvez charger au bureau, vous pouvez faire donc aller 40 bornes et retour 40 bornes. Ça servira typiquement à ça. Alors, la vraie question, est-ce que c'est une GTI qu'on décide de rouler en GTI? Est-ce que c'est une vraie GTI? Alors, quand vous appuyez sur le mode sport, parce qu'on peut régler plein de trucs. Tiens, oui, j'avais oublié, même vous pouvez régler, alors ça c'est très intelligent et Volkswagen le fait sur toutes ses voitures électriques et hybrides rechargeables, vous avez la régénération au lever de pied. Vous savez, des fois, alors on a le one pedal drive, ça veut dire qu'on lève le pied et la voiture freine jusqu'à l'arrêt toute seule sans prendre la pédale de frein. Ça, elle le fait. Vous avez aussi la roue libre, ça, elle le fait. Et vous avez un mode automatique qui tient compte de la route, c'est-à-dire de la topographie de la route. Ça monte, ça descend, c'est droit, ça tourne. Savoir s'il y a des voitures devant, et c'est la voiture qui gère elle-même toute seule la récupération d'énergie. En clair, si vous suivez une voiture qui ralentit, vous régénérerez plus sans avoir besoin de toucher la pédale de frein. Et franchement, ce mode-là est extrêmement efficace. Parce qu'on hésite toujours à choisir quand il y a plusieurs niveaux le bon. Et là, c'est la voiture qui choisit toute seule et elle choisit de façon pertinente. C'est important. Alors, est-ce que ça marche bien? Oui. Ça marche bien. Quand on met sur sport, franchement, avec le couple, on est même pratiquement sur le sec, on arrive à dépasser les capacités du train avant tellement il y a de couple. Donc ça accélère très fort. Ça marche très bien, c'est pratiquement les mêmes, à un dixième près, c'est les mêmes accélérations qu'une Golf GTI. Ce qu'il y a par contre, c'est que ça fait, je crois que c'est 140 kg de plus, donc la voiture elle est un petit peu plus lourde. Alors ce que je conseille de faire, ceux qui pourraient être tentés par ce véhicule-là, c'est de prendre la suspension active qui arrive à corriger un petit peu ce défaut de surpoids. Qui va coûter combien de plus? Je crois que c'est 900, aux alentours de 900. Bon, c'est quand même 900 €. Mais par contre, vous gagnez en confort également. Et si on a ce package-là, on a à la fois une Golf électrique, une Golf hybride et une Golf GTI. Et finalement, pour 48 000 €, vous avez trois voitures. Voilà, 48 000 €. On a une recharge, le temps de la charger, on est à 3 heures, un peu plus de 3h40 minutes. 3h40 minutes. Vous avez évidemment, si vous voulez en savoir plus, il y a la vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La vidéo, elle dure 10 minutes, je rentre dans le détail. Ok. Je veux l'avis parlons vrai, sur Sud Radio, vous le savez. Je veux l'avis de Jean-Luc Moreau. On est fan de cette Golf 8 j'aime bien, GTE. On est vraiment fan. Non, c'est bien. D'accord. Le rapport qui a été pris pour vous, il est respecté. Il est juste. La voiture, elle est chère, évidemment. C'est pas une voiture populaire. Bon, la semaine prochaine, on parlera du Dacia Duster. Ça sera plus populaire. On va descendre en dessous des 20 000. Exactement. Ouais, c'est bien. C'est bien aussi. Ouais. En plus, en version GPL, donc qui roule pour pas cher. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on rappelle que l'on retrouve cet essai en images avec la jolie bouille de Jean-Luc Moreau et aussi celle de la Volkswagen Golf 8 GTE sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, on va parler de voitures et d'environnement. Sud Radio, on parle auto. Bonjour Alexis Landrieux. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Comment allez-vous? Bonjour Alexis. Gérant de Biomotors, vous êtes fabricant et installateur de boîtiers éthanol E85. Ouais, alors on en a parlé tout à l'heure avec notre premier auditeur Cyril, parce qu'il passe tous les jours devant une station et j'imagine qu'il y a beaucoup d'automobilistes en ce moment quand ils passent devant la station et qu'ils voient afficher les prix du super à 1,60 €.
et l'éthanol à 65 centimes, ils se disent est-ce que ma voiture elle peut rouler à l'éthanol? Alors il y en a de plus en plus qui peuvent rouler à l'éthanol. Il y a eu plein de bonnes nouvelles cet été. Les véhicules équipés essence équipés d'un filtre à particules, les plus de 14 chevaux, tout ça maintenant c'est possible. Et tout à fait, plein de bonnes nouvelles. Vous le savez, ça fait maintenant 10 ans qu'on conçoit et fabrique des systèmes de conversion. Et de plus en plus de stations, vous l'avez dit, on passe facilement maintenant devant une station bioéthanol, puisqu'il y en a 2500 en France, soit une station sur 3 qui en propose. Donc le ravitaillement est facile à présent. Non, mais il faut préciser aussi, Alexis, il faut préciser aussi qu'on peut mettre de l'essence. Si on ne trouve pas d'éthanol, ça roule à l'essence. Bien sûr, les systèmes... Ça fait mal quand on prend le pistolet avec 1,60 €, mais on ne peut pas tomber en panne. Il y a toujours, on trouve toujours du carburant. Tout à fait, je vous confirme, j'ai encore fait le plein hier à 56 centimes le litre, ce qui faisait 60 litres pour 30 €. Elle est où cette station à 56 centimes le litre d'éthanol? Elle est où? Juste à côté de nos bureaux, au Cress, dans le 34, vous voyez. Dans l'Hérault. Très bien, dans l'Hérault. Alors la bonne nouvelle, c'est que avant tous les véhicules Euro 6 avec des filtres à particules, on pouvait pas les équiper de boîtier. Maintenant on peut. Alors maintenant, les filtres à particules et les voitures récentes, c'est bon, on peut le faire aussi également. D'accord. C'est le même prix un boîtier pour un Euro 6 avec FAP ou sans FAP? Oui, tout à fait. Là, c'était une notion de réglementation qui, jusqu'à présent, empêchait les filtres à particules, tout simplement parce que la réglementation est récente et en 2017, peu de véhicules essence disposaient d'un filtre à particules. Donc la réglementation ne tenait pas compte de cette particularité. C'est à présent chose faite, elle a été mise à jour et on peut maintenant, en tant que fabricant, équiper légalement des véhicules munis d'un filtre à particules. D'accord. Combien de temps on l'immobilise notre véhicule si on va le faire ça va assez vite, c'est une demi-journée. Une demi-journée. Voilà, on a 600 garages partenaires en France et donc il faut compter une demi-journée d'immobilisation du véhicule. Voilà. Bon, tous les véhicules sont malheureusement pas compatibles. Il y a une liste, on peut voir ça chez vous. Oui, tout à fait. Sur notre site internet, vous mettez votre immatriculation et si le véhicule est incompatible, ça vous le dira immédiatement. Ça considère que très peu de véhicules et certains sont parfois encore en cours de développement chez nous, puisqu'évidemment on ajuste la technologie en fonction des nouvelles motorisations qui paraissent sur le marché. Votre site internet, c'est biomotors.fr. Exactement, c'est ça. Alors avant, avant, ce qui paraissait complètement ridicule, c'est que les grosses bagnoles avec des gros moteurs, on pouvait pas les passer à l'éthanol, alors que ça paraît très intéressant d'avoir un carburant moins cher et surtout de polluer moins, puisque c'est des véhicules qui consomment beaucoup. Là, on a des émissions de CO2 qui sont beaucoup plus faibles à l'éthanol. Aujourd'hui, ça y est, plus de 14 chevaux, on peut équiper d'un boîtier un véhicule. Alors est-ce qu'il y a une limite ? En fait, il n'y a pas de limite. On ne pouvait pas auparavant, effectivement, faire au-dessus des 15 chevaux et plus. C'est à présent chose faite aussi. C'est une mise à jour qui a été faite de l'arrêté. En tant que fabricant, on peut donc obtenir un agrément d'homologation pour les véhicules de 14 chevaux et plus et sans limitation. La limitation s'effectuera juste sur l'exonération de carte grise. C'est ce qui bloquait jusqu'à présent. Vous le savez, quand on équipe un véhicule bioéthanol, quand on vient d'acheter un véhicule, on doit payer la carte grise. Si on est un petit peu malin, on fait l'équipement juste avant de faire la carte grise et vous avez donc le certificat qui vous fait la gratuité. Les véhicules de 14 chevaux et plus étaient pour l'instant refusés parce qu'on ne voulait pas, et ça se comprend, on ne voulait pas exonérer des cartes grises à 3 ou 4 000 euros. Maintenant, on a cette exonération qui est plafonnée simplement à 750 euros, ce qui est déjà une belle affaire. Rappelons qu'un système coûte environ 1 000 euros. Donc, avec une exonération de 750 euros de la carte grise, c'est extrêmement intéressant. Une question, moi. Attention, j'ai une question qui, à mon sens, est très bonne. C'est qu'on a de plus en plus de gens, dont je fais partie, qui ont acheté leur voiture en LDD ou en LOA. Ça veut dire que la voiture que j'ai actuellement, je l'ai 3 ans. Soit je décide de la garder après, soit je change de véhicule auprès du constructeur. Sur ce type de voiture, je ne peux pas faire le changement parce que quand je vais rendre la voiture, on va me demander de la remettre aux conditions. Donc il y a quand même de plus en plus de personnes comme moi qui ont des voitures comme ça. Là, on dit stop, on le fait pas. Tout à fait. En fait, vous n'êtes pas propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire administratif du véhicule et pour faire la modification technique d'un véhicule, donc sur la carte grise, il faut évidemment l'aval du propriétaire, ce qui paraît logique. Et malheureusement, dans ce cas présent, vous n'êtes pas propriétaire. Et pourtant, sur ma carte grise, c'est bien mon nom. Et il y a aussi normalement le nom, si je ne me trompe pas, du propriétaire, bailleur. Donc je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont dit tiens, je vais le faire. Si vous êtes en LOA ou en LDD, ça marche pas. C'est no way. Ça marche pas. Exactement. Alexis, dans 3 ans, quand vous la rachèterez. Alexis, combien ça coûte aujourd'hui les tarifs des boîtiers, ça a un peu baissé en se démocratisant 700, ou pas? non
Tout à fait, on les a baissés une centaine d'euros qui ont été diminués sur donc un panier moyen qui va de 800 à 1500 euros pour les plus gros modèles avec plus de cylindres. Rappelons quand même, voilà, donc exonération de carte grise, un coût du carburant 2 fois moins cher et des régions qui aident aussi, des régions qui aident avec notamment Grand Est, PACA et Région Nord. On peut avoir 1 euro, des subventions. Ouais, Grand Est, on fait des offres jusqu'à pris en charge et ça vous coûte qu'1 euro l'équipement, donc c'est génial. Sinon, les autres régions, comme plus proche de chez nous, en PACA, qui prennent 250 euros à leur charge. D'accord. Bon, merci Alexis. On va quand même préciser qu'il y a d'autres fabricants de boîtiers, parce que là, on parle de Biomotors, mais maintenant, vous avez, il y a 4 fabricants en plus de vous, c'est ça? Vous êtes 5 sur le marché à avoir des boîtiers homologués. Voilà, vous pouvez aller sur Bioéthanol Carburant, vous retrouverez donc la liste des différents fabricants homologués et surtout donc les homologations qu'ils ont obtenues, c'est-à-dire est-ce que votre véhicule peut être équipé par ce fabricant. Et Biomotors est une société de l'Hérault, donc un petit cocorico, société française au nord de Montpellier. Ça ne change rien sur la motorisation, c'est-à-dire que la sensation de conduite avec moteur elle est meilleure. Alors il y a 2 trucs. Voilà, on y vient. Il y a 2 trucs. C'est que la combustion de l'éthanol, elle est moins bruyante que la combustion de l'essence, donc vous allez avoir un moteur qui va paraître plus doux. Et puis, vous allez gagner sur les moteurs. Alors ça, Alexis, je sais qu'il n'en parle pas, mais sur les moteurs turbo modernes, vous allez gagner en puissance parce que l'éthanol a un taux d'octane supérieur à l'essence de 104. Donc ça, le calculateur de la voiture va en profiter et vous allez modifier la cartographie d'allumage et vous allez gagner en puissance. On peut gagner quoi, Alexis? 15-20% sur des... C'est 10% sur le couple et environ 10 chevaux sur la puissance. Ah ouais, quand même. Voilà. Top. Merci beaucoup. Alexis Landrieux, gérant de Biomotors, donc société française située au nord de Montpellier, du côté de Vendargues exactement, fabricant et installateur de boîtiers éthanol 85. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, juste après notre rendez-vous, on va vous proposer de découvrir la voiture que vous avez envie d'acheter. Sud Radio, on parle auto, midi 13h, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Nous voici arrivés dans la dernière partie de notre rendez-vous. On parle auto, vous le savez, midi 13h. Maintenant, tous les samedis de cette année, nous allons passer le moment de l'apéritif en votre compagnie, ce qui n'est pas pour nous déplaire. L'heure de l'apéro. C'est moi. Mais celle-là, je l'aime bien. Avec modération. Allez, on va dans quelques instants savoir quelle auto choisir grâce à vous, puisque cette année, de nouveau, vous avez un doute sur une voiture à acheter. N'hésitez pas à nous appeler au 0... occasion, d'ailleurs. Oui. 0826 300 300. L'ami Jean-Luc vous donnera ses bons conseils. Mais pour l'instant, c'est un rendez-vous qu'on a beaucoup aimé la saison précédente. On le réitère cette année. Parlons pneus, parlons bien. Nous sommes avec Régis Audugé. Bonjour Régis. Bonjour Régis. Bonjour Laurence. Directeur général du syndicat des professionnels du pneu. Et on va parler de la loi montagne. Alors Laurence, vous m'avez dit tout à l'heure, vous aviez déjà entendu parler de la montagne. Est-ce que vous savez quand ça va s'appliquer cette loi montagne ? Exactement, 1er novembre. Et qu'est-ce que ça implique ? 48 départements qui seraient censés être à risque pour des conditions météorologiques liées à l'hiver seront obligés de voir... Mais non, mais de toute façon, on a tellement parlé. On sera obligé d'avoir des pneus montagne, des pneus hiver. Alors, pas forcément des pneus. Mais elle a bon, Régis, dans les grandes lignes, elle a bon. Elle a parfaitement raison. Je ne sais pas trop d'ailleurs ce que je fais ici, mais... Allez, au revoir. Non, alors 48, on va prendre dans le détail. 48 départements, quand est-ce qu'on... Alors déjà, est-ce que ça sera vraiment 48 et quand est-ce qu'on aura une liste exacte des endroits où il faudra des équipements spéciaux du 1er novembre jusqu'au... Parce que c'est... Avril, on dit la date de début, mais la date de fin, c'est quoi, 31 mars ? Le 31 mars, oui. C'est-à-dire 1er avril. 31 mars. Et donc, au niveau des départements, effectivement, on est sur 48 départements, mais j'aime pas trop parler de départements, puisqu'en fait, dans l'article de loi qui oblige les automobilistes à avoir des équipements spéciaux, il est question de massifs, de zones de massifs, pour être précis, puisque c'est un texte qui est paru dans la loi montagne, et donc qui est une loi qui n'a rien à voir avec la circulation automobile à la base, mais on s'est servi en fait de cette loi pour y intégrer en fait une partie obligation au niveau de la circulation automobile, et donc on prend comme base les zones de montagne qui ne se superposent pas de façon stricte sur les départements. Donc on a certains départements qui sont en zone de montagne et d'autres qui ne le sont pas. D'accord. Donc en clair, si j'habite dans un endroit où il y a un peu de relief prononcé,
j'ai toutes les chances d'être obligé d'adopter des équipements spéciaux. Alors, c'est quoi les équipements spéciaux qu'il faudra avoir ? Alors, les équipements spéciaux, ce sont soit des chaînes ou chaussettes d'ailleurs. Des chaussettes, moi j'en ai toujours, surtout l'hiver. Surtout les hommes, mais les femmes, c'est un peu compliqué. Plus débat, effectivement. Alors donc des chaussettes à neige ou des chaînes à neige dans le coffre de la voiture, hein, on est d'accord, hein, c'est pas dans le placard chez soi, hein, c'est dans le coffre de la voiture. Oui, ou sur les sièges arrière, vous risquez rien. Il faut effectivement les avoir dans le véhicule. Ensuite, il faut équiper donc le véhicule de pneus hiver qui est marqué soit M+F, soit 3 PMSF. Donc là, je parle un peu chinois, je suppose. Ouais, mais c'est un petit logo avec une montagne dessus, donc c'est facile à comprendre. Une montagne. 3 PMSF. Avec 3 pics. Alors, soit des pneus hiver, ou, alors il y a un autre choix, et c'est important, et c'est pour ça qu'on en parle maintenant d'ailleurs, ou des pneus 4 saisons, qui, eux, seront valables aussi dans ces régions-là. Donc, si vous devez changer vos pneus en ce moment, c'est vraiment l'occasion de se poser la question, est-ce que je mets des pneus été ou est-ce que je mets des pneus 4 saisons ? Tout à fait. Alors 4 saisons, les 4 saisons ou les toutes saisons sont également marquées 3 PMSF ou M+S dans la grande majorité. Donc voilà, pas de confusion au niveau de nos amis automobilistes puisqu'ils pourront vérifier assez facilement dans les points de vente. Bon, on aura l'occasion d'y revenir en détail avant l'arrivée de cette loi. On sera verbalisé. Comment je fais, moi, par exemple, si je dois traverser un département, par exemple, je descends dans le sud et puis je décide de passer par le milieu de la France et là, je me retrouve sur l'autoroute à franchir une montagne. Est-ce que je devrais, pour ce bout de trajet-là, avoir des pneus spéciaux ? Alors logiquement, on n'a pas d'assurance sur l'autoroute. C'est vraiment le cas particulier, et c'est la question qu'il fallait pas poser. Donc, pour l'instant, on n'a pas la certitude qu'effectivement les autoroutes seront concernées, théoriquement sont nationaux ou transnationaux, seront concernées. Par contre, sur les routes, oui, effectivement, à partir du moment où on entre dans une zone qui sera d'ailleurs matérialisée par un panneau qu'on appelle panneau B58. Et donc, il faudra avoir les équipements, alors soit dans le coffre, effectivement, soit être équipé de pneus hiver. D'accord. Ouais, bon, bah écoutez, ça va être je vais dire le mot, hein, tant pis, hein, ça va être un joli bordel quand on va être. On va en reparler un paquet de fois. Merci Régis, en tout cas. Surtout que avec grand plaisir. Quand on voit en plus les départements, en gros, on part de tout là-haut, là, juste à côté du Haut-Rhin à la Moselle, je crois, et on descend jusqu'à Biarritz. En gros, hein, je vous la fais large. C'est quand même assez étonnant parce qu'il y a des départements, on se demande ce qu'ils viennent faire là, quoi. Mais celui qui veut aller de Paris à Montpellier, qui va passer par Clermont-Ferrand, il va être obligé d'avoir des pneus hiver. Non, je pense que, puisque vous dites qu'il y a les chaussettes possibles, il y a peut-être des chaussettes dans le coffre. Quand vous faites juste un... Bon, on va en reparler. Affaire à suivre, mais c'est vrai qu'on va risquer de sourire ou... ou de choper des bombes mal au crâne. En même temps, c'est pas complètement ridicule. Non, mais la France en plus... Régis, vous êtes toujours là ? Oui. La France, en plus, était encore... tout à l'heure, on a parlé contrôle technique des 2 roues, mais la France était en retard aussi dans ce domaine-là par rapport à d'autres pays européens qui ont imposé les équipements hiver déjà depuis longtemps. Ah oui, bien sûr, oui. Notamment, tous les pays limitrophes à l'est de la France, grosso modo. Donc l'Espagne et le Portugal sont pas concernés, mais par contre, effectivement, par un moyen ou par un autre, c'est pas toujours une obligation. En Allemagne, par exemple, l'automobiliste est responsable de l'accident. Ça veut dire qu'effectivement, il n'a pas obligation d'avoir des pneus hiver, mais par contre, si en cas d'immobilisation du véhicule qui perturbe la circulation ou en cas d'accident, il est considéré comme responsable. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire que beaucoup de gens qui habitent dans ces fameux 48 départements vont sans doute faire appel à l'été, je prends les pneus normaux et je passe aux pneus hiver ou je passe aux pneus 4 saisons toute l'année. Voilà. Alors j'ai essayé, on en parlera bientôt, j'ai essayé les nouveaux Michelin, 4 saisons. Ils sont aussi bien que des pneus été. Les Cross Climate ou les Cross Climate 2. Voilà. Donc je les ai essayés. Alors je vous livre en avant-première. En moment, j'ai pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit d'en parler avant septembre. Si, mais sur de radio, on parle de tout et on parle vrai. Mais franchement, il y a eu un gros progrès sur ça. Je vous en parle bientôt. Ok. Merci beaucoup, Régis Auduger, directeur général du syndicat des professionnels du pneu, d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio dans On parle auto.
Merci beaucoup. À bientôt. On vous embrasse. Allez, pour terminer cette première émission du mois de septembre, eh bien, on vous propose notre rendez-vous que vous aimez beaucoup. Quelle auto choisir avec Jean-Luc Moreau? C'est sur Sud Radio, bien sûr. Bonjour Cyril. Oui, bonjour. Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça va bien, ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone parce que je vous aime bien tous les deux. C'est bien sympa votre émission là. Merci. Donc voilà. Donc alors en fait, je voudrais changer de voiture. Oui. J'ai actuellement une Citroën C5 de 2005 qui est très confortable. Très moche. Oh non. Très moche. C'est vrai, elle a pris un bon petit coup de vieux. C'est vraiment fiable. Non, mais faut appeler un chat un chat. Donc, exactement. C'est trop fort. Effectivement, je trouve qu'elle a pris un petit coup de vieux, donc c'est vrai que c'est confortable. Et c'est impossible de trouver aussi confortable que ça aujourd'hui. C'est dur. C'est pas impossible, mais c'est dur. Ouais, c'est compliqué. Bon, et alors, donc, je voudrais la changer. Je voudrais soit prendre une Audi A4 break. Ouais. Alors ça, c'est quand même beaucoup plus sexy. Vous avez vu, Laurent, ça fait déjà. Donc vous avez gagné des points par rapport à la C5. J'aime bien Audi, moi. J'aime bien la série. Alors, en motorisation diesel et en boîte auto. Ouais. Alors, j'ai regardé un petit peu, parce que mon budget s'orienterait entre 20 et 25. Donc vous pouvez avoir la dernière, enfin la 4e génération. Oui, mais qui est quand même beaucoup mieux. Non, mais je vous arrête parce que si vous allez me dire, oui, finalement, je veux mettre moins cher. Non, il y avait un vrai plus entre la 3e et la 4e génération. Déjà en termes de confort, parce que vous avez une suspension pilotée. Alors, si vous l'achetez d'occasion, vous allez l'acheter d'occasion. De toute façon, vous avez intérêt à prendre cette option-là. Mettez-la dans les priorités. D'accord. Voilà. Ok. Bon, en plus, c'est une voiture elle est mieux insonorisée que la précédente, donc c'est une voiture confortable et silencieuse. Donc c'est important quand on fait des bornes. Alors en revanche, pour un break, c'est pas, je sais pas ce que vous voulez transporter dedans. C'est pas un truc de déménagement déjà parce que quand on rabat les sièges, en fait, on n'a pas un plancher complètement plat. C'est pas très très pratique. Non, en fait, j'étais attiré par le look, le look même du Allroad A4 Assist. Bon, malgré les tarifs, j'ai abandonné. Mais c'est plutôt pour le look et puis transporter des petites choses, mais il y a rien d'extraordinaire. D'accord. Alors sur les motorisations, parce que dans votre message, vous me mettez, il y a au moins 40 motorisations. C'est voilà, vrai. je suis un peu perdu, quoi. Alors vous allez voir, là, je vais pas être rassurant, donc asseyez-vous. Oui, voilà. Pas de problème. Déjà parce que vous voulez un diesel boîte automatique et aussi bien la boîte automatique, c'est la S-Tronic 7 rapports que le 2 litres TDI diesel. Alors je vous parle pas des V6 parce que c'est pas dans votre budget, mais en termes de fiabilité, c'est pas ce qu'on peut trouver de mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tomber en panne facilement si je vous fais la liste, 2 litres TDI, courroie de distribution, si vous avez un bruit. Alors comme vous allez acheter une occasion, au démarrage à froid, s'il y a un bruit, courroie de distribution ou galette tendeur, donc à éviter, parce que sinon, réparation chère. Le réservoir d'AdBlue, mais ça c'est une grande maladie sur les nouveaux diesels. Là vous avez un voyant allumé au tableau de bord, faites gaffe aussi. La pompe à eau qui peut déconner, vous avez aussi un témoin qui s'allume au tableau de bord. Le débitmètre d'air, vous avez aussi un témoin, le témoin de préchauffage qui reste allumé au tableau de bord, c'est le débitmètre d'air. Le témoin pollution, c'est la vanne EGR. Tout ça c'est des pannes potentielles sur ça. Et puis la boîte S-Tronic, s'il y a des vibrations au passage des rapports, c'est le volant bimasse qui est desserré, qui nécessite un remplacement général des embrayages. Donc tout ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'il faut être très attentif quand on l'achète et vraiment l'essayer, parce que là, il va acheter un véhicule d'occasion. Il faut vraiment insister pour l'essayer. Et vous réécouterez en podcast l'émission et vous noterez ce que je viens de vous dire pour être sûr de trouver la bonne. Alors podcast après, que l'on trouve sur le site sudradio.fr. Exactement. Alors, tant qu'à faire, puisque tous les 2 litres TDI sont concernés, ils sont à peu près au même prix, faites-vous plaisir, prenez le 190 chevaux. Oh oui. Voilà. Oh oui. Là, d'accord. Surtout en break, parce que qui dit break dit qu'on va porter des choses. Donc, exactement. Donc, il consomme pas plus que le 150 chevaux. Il y a 122 chevaux. S'il y a 122 chevaux, il marche bien. Mais c'était quand on n'avait pas de budget pour acheter une voiture neuve qu'on prenait ça. Et puis dans les mondes, alors, pousser, le 150, c'est bien. Non, mais je rigole. Le 150, c'est bien. Mais quitte à prendre un risque sur la fiabilité, et c'est la même fiabilité pour ces 3 niveaux de puissance, prenez le 190 chevaux. Là, au moins, vous allez vous faire plaisir. Bon, prix. D'accord. Prix.
Aux alentours de 25 000 euros. Ouais, aux alentours de... Il y a un choix assez vaste. Ok, 25 000, on a dit quoi, 100 000 km, hein, c'est ça à peu près, un peu Cyril, moins de 100 000. moins de 100 000. Moins de 100 000. Maxi, vous avez dit, Maxi 100 000. Ok, bon. Donc on reste en diesel. Ouais, puis vous pourrez passer chercher Laurence, puisque a priori ça vous plaît. J'aime bien Audi. Mais quand on est, question pour finir, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission, quand on a des doutes comme ça sur cette fiabilité-là, est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller chercher sa voiture d'occasion chez un professionnel où on est minimum avec, on va dire, une garantie supplémentaire ou pas? Ouais. Ça peut être effectivement, ça peut être une garantie. Vous m'avez fait un peu peur. Oui. Vous avez, il y a des grands groupes qui sont spécialisés. Je ne vais pas faire la pub, je ne vais pas donner leur nom. Mais il y a des grands groupes qui sont spécialisés, qui reconditionnent les voitures. Ouais. Et là, vous avez une garantie, en général 6 mois ou 1 an, sur ce genre de problème mécanique. Là, ils sont pris en compte. Voilà. Que ce soit la boîte ou le moteur, vous aurez cette tranquillité. Donc Cyril, des fois, je dis pas que des bêtises. Ouais. Non, mais. Non, mais effectivement, je vous rejoins. Surtout qu'en finalité, on paye un petit peu plus cher, mais on a quand même de la sécurité. Ouais, vous avez cette garantie. Sur des véhicules comme ça, où il y a des pannes qui sont identifiées, effectivement, ça vaut le coup. Bon, Cyril, on va vous souhaiter de bien trouver votre futur carrosse. Et puis, vous nous donnez des petites nouvelles. Pas de problème. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Cherchez bien votre Audi A4 diesel. Bon, l'ami Jean-Luc, on se retrouve samedi prochain. Ce sera avec plaisir. Donc, on parlera de Dacia, ça, je vous l'avais déjà dit. Oui. Je crois que la semaine suivante, il y aura la Peugeot 308. On aura aussi la patronne de Peugeot qui viendra là. On va inaugurer ce qu'on avait commencé à faire la saison précédente. On va avoir les grands patrons de l'automobile qui viendront. Donc quand vous aurez, on vous indiquera évidemment sur Internet quel patron viendra et à quel moment. Et si vous avez tout un tas de questions, et bien là, ça sera open. Ils seront avec nous pendant 1 heure. 0826 300 300. Inscrivez-vous déjà et retrouvez-nous régulièrement sur le site de Sud Radio. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast. Bon week-end à tous. Sud Radio, on parle auto.